Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct avec Ludovic Girondon. Salut Ludovic, Salut Grégoire, bonjour à tous. pour cette nouvelle masterclass Up Together. On est très très content de vous accueillir. N'hésitez pas à vous servir du petit chat pour nous dire si tout est bien ok. Salut Pascal, salut Michel, donc tout à l'heure de bien fonctionner. On est très content pour cette dernière masterclass de l'année. On est en décembre. On ouvre la fin des masterclass. On est très content d'accueillir Ludovic Giraudon. Alors Ludovic Giraudon, pour ceux qui ne le connaissent pas, car il y a des gens qui ne connaissent pas Ludovic. Ludovic, c'est l'auteur de Dream Team. C'est un livre qui parle de management et qui a été accessoirement le livre le plus vendu cette année en France. Et qui référence les meilleures pratiques managériales du marché. Et notre ami Ludovic, il est à la rencontre de près de 450 managers, des RH, décideurs RH, entrepreneurs qui étaient à la fois dans des grands groupes, des startups et des ETI, pour récolter les meilleures pratiques du marché et nous les partager dans un très très bon bouquin donc qui s'appelle Dream Team. Aujourd'hui, on l'a sollicité Ludovic pour parler d'un sujet qui, à notre sens, est trop peu abordé et qui est, j'ai envie de dire, presque tabou. Et pourtant, il est nous très abordé dans les ateliers Up Together. C'est comment est-ce que je peux mieux collaborer avec mon N+1. Et pour reprendre la formule très usitée et un peu punchline, c'est comment est-ce que je peux manager mon manager. Donc ça, nous, c'est quelque chose qui revient beaucoup et qui est notamment beaucoup revenu dans le cadre du premier confinement. Où il y avait beaucoup de managers, de middle managers qui disaient mais en fait mon N+1 n'est pas forcément au rendez-vous, comment je peux faire pour mieux le manager. Et c'est vrai que pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui découvrent Up Together, tous les mois on réunit des managers de différentes entreprises qui font des ateliers d'intelligence collective. Comme ça nous permet d'identifier les sujets les plus sensibles qu'on traite après en masterclass avec ce qu'on appelle nos mentors comme Ludovic, qui va nous parler de ce sujet d'aujourd'hui. Ludovic, peut-être, je te propose de te présenter en 2 mots. Après, on pose un peu le cadre de la masterclass avec les petites règles d'interactivité. Et puis, on sera ensemble jusqu'à 12h30, 12h45. Je te laisse la parole, Ludovic, pour te présenter en 2 mots et je lance les petits slides. Merci beaucoup Grégoire, bonjour à toutes et à tous, vraiment ravi effectivement de parler de ce sujet avec vous aujourd'hui. Moi en 2 mots, je résumerai que j'ai 2 grandes passions professionnelles, c'est l'entrepreneuriat et le management. L'entrepreneuriat parce que j'ai monté ma première boîte en 2011, que j'ai cédée en 2016, qui était dans l'univers des médias. Et j'ai depuis rejoint Réseau Entreprendre, qui est une association qui accompagne des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise, donc des créateurs et des créatrices de boîtes. Et j'adore cet univers très stimulant. Et le management, qui est un sujet qui m'a toujours passionné et voilà, pour lequel j'ai développé mon expertise ces dernières années. Et comme le disait Grégoire, donc il y a 1 an, j'ai sorti Dream Team. Donc je suis vraiment ravi de parler de ce sujet avec vous, parce que comme le disait Grégoire d'ailleurs, moi je trouve que sur les contenus autour du management, ça s'adresse toujours aux managers. On leur dit toujours quoi faire, faites ci, faites ça, réagis comme ci, et le réflexe de faire ça. Bref, on les charge en permanence, on attend énormément d'eux, mais en fait, moi je pense qu'on ne prend pas assez soin d'eux. Et c'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure, mais le collaborateur, il a une vraie responsabilité dans l'affaire et tout ne doit pas reposer sur ses épaules. Donc voilà, vraiment ravi de pouvoir parler de ça, parce que je crois que c'est vraiment une idée qu'on doit insuffler et diffuser encore plus dans les entreprises pour casser le tabou que tu évoquais, Grégoire. Top. Merci déjà pour cette intro. C'est vrai qu'on va beaucoup parler de nos croyances avant d'en rentrer après quand même dans tes conseils et les meilleures pratiques que toi tu as identifiées pour accompagner à la fois les managers de la communauté Up Together, mais aussi les décideurs RH qui sont joints à nous dans le cadre de cette masterclass. Je vous rappelle juste les petites règles qu'on vous propose. C'est alors pour ceux qui connaissent pas encore bien Livestorm, sur la droite, vous avez 4 petits onglets. Le premier chat que vous avez tous découvert. Merci Pascal qui apparemment a déjà du Dream Team, donc c'est cool. Vous pourrez poser vos questions dans le petit onglet questions ou dans le chat à votre convenance. Moi, je me chargerai de les distiller de manière avec parcimonie auprès de Ludovic pendant toute cette masterclass. Et il y a un petit onglet sondage où là, vous verrez pour prendre un peu la température, parce qu'aujourd'hui, on est très nombreux. Là, on est 80, mais il y a près de 180 personnes qui sont inscrites, donc ça va probablement se remplir gentiment, aussi pour permettre de prendre la température.
On aura un temps d'échange à la fin, et aussi, si certains d'entre vous, on les fera peut-être monter sur scène pour que vous puissiez partager soit vos retours d'expérience ou bien poser des questions à Ludovic. Ludovic, c'est à toi, je te laisse la parole. Super. Et peut-être dernier mot aussi, juste d'intro sur le fait, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, c'est un réseau social sur lequel je suis très actif. Et si jamais j'ai pas eu le temps d'aborder tous les points que vous aviez en tête, ou si la session de questions-réponses est trop courte, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages par la suite. Ce sera un plaisir que de répondre à vos questions après ce webinaire. Et pour te galvaniser, il y a Valérie Samba qui nous dit que ton bouquin est magique. Voilà. Comme ça te lance. Voilà, ça met aussi un peu la pression. Mais merci beaucoup, ça fait super plaisir. Donc, je vous propose de commencer effectivement sur ce sujet. Alors, tu le disais, c'est vrai que comment manager son manager, c'est une bonne punchline. C'est assez accrocheur, mais c'est vrai que j'aimais bien ce que tu disais sur le fait de, voilà, comment en fait améliorer sa relation avec son manager. En fait, faire le meilleur binôme possible, c'est vraiment ça qui est clé. Et je voulais commencer justement pour souligner cette importance en fait de ce binôme par 2-3 chiffres clés. Le premier, c'est que, alors selon les études, les chiffres varient, mais on est autour de cette tendance. 50% des salariés qui se disent non satisfaits de leur manager. Donc c'est énorme. Il y en a même 1 sur 2 qui en fait ne quittent pas leur emploi, mais qui quittent leur manager. Le dernier chiffre que je voulais vous partager, c'est 70%. En fait, c'est la part selon une étude de l'Institut Gallup, 70% de l'engagement d'un collaborateur est directement corrélé à son manager. Donc c'est vraiment dire l'importance qu'on doit donner à la relation avec son manager, et d'où le plaisir que j'ai de parler de ce sujet-là avec vous ce matin. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par un gros morceau, en tout cas un concept qui est assez clé, je trouve, sur cette thématique, qui est l'analyse transactionnelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment familier avec ce concept. En 2 mots, c'est une théorie, on va dire, de la communication qui a été créée en fait dans les années 50 par un psychiatre américain. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire un cours d'1 heure sur l'analyse transactionnelle. Je vais vraiment ultra simplifier ce concept pour vraiment le voir comme un outil de compréhension des comportements qu'on peut avoir vis-à-vis de son manager. Alors, en fait, cette théorie, elle est basée sur ce qu'on appelle les 3 états du moi. Vous voyez, il y a 3 niveaux, le parent, l'adulte, l'enfant. Et en fait, au sein d'une même journée, on va basculer d'un état à l'autre, sans même d'ailleurs s'en rendre compte, et c'est d'ailleurs tout à fait normal. Selon la situation, le contexte, la personne avec laquelle on va échanger, le sujet sur lequel on va échanger, on va passer bientôt du parent à l'adulte, à l'enfant, etc. Si je reviens rapidement sur, en fait, qu'est-ce que c'est finalement ces 3 niveaux d'état. L'état parent, c'est l'état vis-à-vis de son interlocuteur qui va être perçu comme responsable, réconfortant, protecteur, mais qui peut aussi être perçu comme contraignant, critique, voire même carrément dévalorisant. L'état d'adulte, celui du milieu, lui, en fait, il sert de fonction équilibrante entre le parent et l'enfant. Lui, il va plutôt réfléchir un peu en mode ordinateur, c'est-à-dire il va mettre de côté l'affect et il va fonctionner de manière très rationnelle et traiter l'autre en fait plus comme de pair à pair. Et enfin, vous avez le 3e niveau en bas qui est plutôt l'état enfant, qui évidemment peut être spontané, intuitif, créateur, mais aussi selon les situations qui peut être soumis ou rebelle. En fait, l'analyse transactionnelle, et pourquoi est-ce que je vous parle de ça, c'est que ça permet d'éclairer les échanges pour décrypter les situations qui peuvent au final aboutir avec votre manager à des malaises, des tensions, des malentendus, voire même à terme des conflits. Donc en fait, l'idée générale, si on revient vraiment à ce sujet du jour sur la relation à son manager, c'est de réussir en fait dans la plupart des cas de rééquilibrer la relation coûte que coûte d'adulte à adulte, alors qu'en fait, elle a tendance assez spontanément à basculer sur ce rapport parent-enfant, parce que de fait, votre manager ayant a priori une relation hiérarchique vis-à-vis de vous, il sera plus naturellement dans cette posture, dans cet état du parent qui va spontanément appeler chez vous votre état d'enfant. Alors, si je l'illustre par un exemple assez concret, que vous connaissez sans doute, qui est le débat mythique des présidentielles de 88 entre Mitterrand et Chirac. Pour rappel, c'est le débat d'entre-deux tours. Mitterrand est alors président sortant et Chirac est alors Premier ministre dans le cadre d'une cohabitation. Et donc, Chirac, qui sent que Mitterrand, justement, va essayer d'utiliser cet état de parent
pour appeler chez Chirac l'état d'enfant qui soit rebelle ou soumis, ou en tout cas pour avoir une sorte d'ascendant sur lui, Chirac prend les devants en lui disant la chose suivante, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République, nous sommes deux candidats à égalité, vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et Monsieur Mitterrand, qu'est-ce qu'il répond à ce moment-là? Il a cette phrase plutôt symétrique, mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et avec beaucoup évidemment de sarcasme dans cette réponse. Et là, on voit bien comment Chirac essaye, si je reviens sur le schéma d'avant, de rééquilibrer la relation qui sent un peu déraper d'adulte à adulte. Et Mitterrand, qu'est-ce qu'il fait lui? Il redéséquilibre la discussion et l'échange pour se positionner comme parent et pour essayer de faire en sorte que soit Chirac se soumette, c'est-à-dire est plutôt la tête basse en termes de posture générale pendant la suite du débat, ou en enfant rebelle, donc qui s'énerve, qui sort de ses gonds. Et en général, quand on s'énerve à un débat, pour la suite de l'aventure électorale, c'est pas forcément très bon. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Ouais, Grégoire. Peut-être une petite question pour les participants qu'on vous met dans le sondage. C'est peut-être vous, est-ce que vous êtes déjà senti justement infantilisé par votre manager? Peut-être intéressant, on vient de lancer la question avec Ludovic, pour qu'on prenne un peu la température. Et ce qui est vrai, c'est qu'on peut, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'on peut être infantilisé ou se sentir infantilisé. C'est pas d'ailleurs la même chose. Donc une majorité, donc 75% des participants se sont déjà sentis infantilisés, donc 3 managers sur 4. Donc effectivement, et tu rentreras dans les détails tout à l'heure, c'est comment rétablir cette posture-là et aussi travailler avec son manager pour qu'il arrête de nous infantiliser, parce que ça va dans les deux sens. Ouais, exactement. Et bon, les résultats du sondage me surprennent pas. 78% là. Ouais, je m'attendais même à plutôt du 80-90, en tout cas tendre vers plutôt un 100%. Et juste pour illustrer à nouveau un peu ce sujet d'analyse transactionnelle et de l'importance dans la plupart des cas de réussir à équilibrer en fait la discussion et de réagir en adulte et non pas comme un enfant rebelle ou soumis. Là, je vous ai mis un exemple. En haut, la première phrase, c'est un manager qui semble un peu agacé parce qu'il attend depuis un certain temps un support de présentation PowerPoint de la part d'un collaborateur. Cette présentation, visiblement, met un petit peu de temps à arriver. Et donc là, il va plutôt éveiller en lui l'état du parent et plutôt du parent critique, puisque il va s'énerver et dire voilà, elle arrive cette présentation, ça fait des plombs que je l'attends. Et là, les réactions, donc en général, quand le parent critique s'exprime, il appelle naturellement chez l'autre l'état d'enfant plutôt soumis ou rebelle. Donc là, je vous ai mis les deux exemples. L'enfant soumis, c'est plutôt le collaborateur tout tremblant qui va se dire mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vous l'envoie tout de suite, et puis qui va cliquer tremblotant sur son clavier en envoyant immédiatement la présentation la tête basse. Ou alors, l'enfant rebelle, c'est-à-dire celui qui va s'énerver face à cette réaction du manager un peu agressive, voilà, qui va l'envoyer paître, tu me saoules, t'en fais pas, tu l'auras ta présentation. On voit bien que là non plus, on n'est pas dans un échange très constructif. Et donc là, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est plutôt quand on voit que le manager se positionne en tant que parent pas de manière très ajustée, et c'est de rééquilibrer, un peu comme Chirac a essayé de le faire lors du débat, la discussion. Et pour rappel, l'adulte, c'est de sortir de l'émotionnel, de l'affect, et de réussir à rester très factuel. Voilà, je te l'envoie dans 20 minutes. Sache que j'ai préféré attendre un peu plus de temps pour reboucler le contenu avec le reste de l'équipe pour éviter des allers-retours futurs. Là, voilà, le collaborateur répond de manière très factuelle, très précise en plus, en disant, pour rassurer son manager, tu l'auras dans 20 minutes. Et puis, en plus, il explique pourquoi il y a un petit peu de retard et c'est potentiellement pour gagner du temps par la suite. Donc, tout ça pour dire, et tout ce dont on va parler par la suite, va dans cette logique de réussir à équilibrer de l'adulte-adulte. Alors, évidemment, tout ça est un peu caricatural parce que parfois, dans certains contextes, le fait que le manager a un collaborateur très junior, il aura tendance à être très directif avec lui, et c'est pas un gros mot d'être directif avec son collaborateur, si c'est si c'est le bon style managérial pour lui. Encore une fois, un junior qui démarre, il aura besoin d'être rassuré, d'être pris par la main beaucoup plus qu'un collaborateur plus expérimenté. Et donc là, d'avoir cette logique plus état du parent chez le manager et état de l'enfant chez le collaborateur, ce ne sera pas nécessairement gênant. L'idée, c'est plus des clés, des réflexions que je vous donne pour réfléchir à des situations que vous avez déjà traversées ou que vous continuerez à traverser et pour vous dire, tiens, dans quelle situation éventuellement est-ce que je peux me être et comment réagir pour justement
rééquilibrer la relation. Voilà pour ces éléments. Donc, l'idée maintenant, c'est que je vous expose en fait ce que j'appelle moi les 5 commandements pour justement avoir une relation qui cartonne avec son manager. Alors, déjà en préambule, ce qui est important de dire, c'est que en fait, évidemment, les sujets managériaux, on est toujours sur des sujets humains, c'est de l'affect, voilà. Donc en fait, la personne qui applique réellement ces 5 commandements, évidemment, elle n'existe pas. Encore une fois, le management, c'est pas une science exacte. Donc en fait, dans tout ce que je vais pouvoir vous dire, il y a des choses qui feront tilt et d'autres peut-être moins. L'idée, c'est que vous scoriez ce qui vous semble pertinent par rapport à votre situation et que vous adaptiez tel ou tel conseil à votre propre contexte pour au final faire avancer les choses dans le bon sens et petit à petit. Je pense que la clé, c'est ça, c'est essayer d'appliquer du jour au lendemain tout ce que je vais vous dire. De toute façon, ça ne marchera pas. Et puis, voilà, donc l'idée, j'aime bien cette idée de Kaizen, qui est un concept japonais d'amélioration continue. C'est vraiment la politique des petits pas. C'est dans ce que je vais vous dire. Il y a peut-être des choses, encore une fois, qui vous paraîtront particulièrement pertinentes et d'autres moins. Voilà, piochez comme au supermarché sur une étagère et mettez-les en application dans les heures, jours ou semaines à venir, petit à petit, pour encore une fois aller vers une relation encore plus vertueuse avec votre manager. Peut-être Ludovic, avant que tu rentres dans le premier commandement, une question que tu m'as soufflé, que je suis en train de publier et à laquelle je vous demande de répondre, c'est est-ce que effectivement vous voyez déjà votre manager comme un allié avant qu'on parle du regard qu'on porte sur celui-ci? Alors là, il y a 2 réponses, c'est oui, non, et ça dépend des jours. On vous a mis avec Ludovic, parce que bon, c'est pas non plus complètement binaire. On a plutôt des oui tout à fait ou ça dépend des jours. Il n'y a pas de non, pas du tout. Ok, donc ça c'est plutôt positif. Ah. C'est rassurant effectivement, parce que c'est vrai que le premier point, c'est vraiment de changer son regard sur son manager. Encore une fois, je le disais en introduction, une relation entre un collaborateur et un manager, par définition, ça se construit à 2. Et donc, on a une vraie responsabilité en tant que collaborateur. En fait, il faut accepter que son manager, il est humain, et donc, ouais, il fait des conneries. Il peut être maladroit. Il y a des jours où il est moins dedans, des jours où il est au taquet, des jours où c'est un peu plus compliqué pour lui. Il prend aussi de la pression d'autres parties prenantes de l'entreprise. Et souvent, en fait, moi, je vois des collaborateurs qui critiquent sans cesse leur manager, mais déjà sans prendre conscience à la fois des forces et des faiblesses de leur manager. Et surtout, ils n'ont pas compris que, en fait, de toute façon, leur manager, ils vont pas pouvoir le changer. Donc, en fait, ça passe par un vrai changement de regard et se dire, OK, étant donné que je ne peux pas changer mon manager, comment est-ce que moi, je peux changer mon regard sur lui et mieux vivre avec ses imperfections? Donc, je pense qu'il y a une première étape qui est déjà de se dire, quelles sont les imperfections aussi de mon manager pour les accepter. L'acceptation, elle passe déjà par avoir conscience du sujet. Et en fait, il faut vraiment, effectivement, voir son manager comme un allié. Donc, je suis ravi de voir les proportions qui sont plutôt favorables dans le cadre du sondage. Et après, c'est normal que ça change des jours. Mais en tout cas, éviter à tout prix de voir son manager comme un ennemi, parce que dans la plupart des cas, votre manager, il ne veut pas du mal. C'est avant tout des problèmes de communication et de maladresse. Et il faut les accepter comme nous, en tant que collaborateurs, on peut faire des erreurs vis-à-vis de nos collaborateurs, nos collègues, ou vis-à-vis de notre propre manager. Donc, je pense que ça, c'est un premier important qui peut paraître artificiel, mais en fait, il n'est pas du tout. Donc, vraiment, accepter les imperfections de son manager et changer son regard sur lui, c'est une première étape vers la suite des conseils que je vais pouvoir vous partager. Si j'enchaîne, du coup, sur le deuxième commandement, c'est échanger ce qu'on appelle une mode d'emploi. Alors là, je vais faire le parallèle avec un livre que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être lu ou entendu parler, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui a été écrit par un conseiller conjugal américain, où en fait il explique que on a chacun 5 langages, enfin lui il a défini 5 langages de l'amour qui sont les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, le toucher physique et les services rendus. Et en fait, il explique dans ce livre qu'on a chacun notre mode de langage, enfin, en tout cas, 1 ou 2 langages pour lesquels on est particulièrement sensible. Et qu'on va avoir un biais classique qui est de, pour faire plaisir à l'autre, on va utiliser notre propre langage de l'amour. Donc, par exemple, si moi je suis très sensible aux cadeaux, je vais avoir tendance, pour faire plaisir à mon conjoint ou à ma conjointe, à offrir des cadeaux. Mais si ça se trouve, mon conjoint ou ma conjointe, elle, en fait, les cadeaux, elle s'en fout. Peut-être que ce qui est vraiment clé pour elle, c'est plutôt les paroles valorisantes ou passer des moments de qualité avec moi. Et donc, en fait, c'est ce biais-là et cette incompréhension où on aura l'impression de faire plaisir à l'autre, mais en fait, ce sont des coups d'épée dans l'eau qui vont provoquer potentiellement des tensions dans le couple.
qui peuvent à terme provoquer des changements. Et ben en fait, si je fais le parallèle avec le monde de l'entreprise et avec son manager, ben, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment de prendre le temps de lui expliquer en fait comment est-ce qu'on fonctionne en tant que collaborateur. Voilà, quels sont vos moteurs, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous fait avancer, qu'est-ce qui au contraire vous freine, qu'est-ce qui vous panique, dans quel contexte est-ce que vous êtes le meilleur, est-ce que c'est quand vous êtes très autonome ou au contraire, est-ce que vous avez besoin d'être très cadré, est-ce que vous êtes créatif, est-ce que vous êtes intuitif, hyper rationnel, quelles sont vos forces, bref, voilà, toutes ces questions qui sont hyper importantes déjà en termes de connaissance de soi, elles sont très importantes en fait à partager avec votre manager. Et finalement, en fait, s'il y a une seule question qu'il faudrait retenir selon moi, hein, ce serait celle-là, qu'est-ce que j'attends de mon manager, parce que je pense qu'il y a très peu de collaborateurs qui le partagent à leur manager, et à l'inverse, il faut vraiment faire ce travail dans un monde idéal en miroir, que votre manager aussi vous partage en fait ce mode d'emploi, pour qu'il vous explique lui comment est-ce qu'il fonctionne, et ça vous permettra en fait de mieux comprendre, de mieux vous comprendre et de mieux communiquer ensemble, et d'éviter ces petits moments de froissement et de complications qui peuvent arriver parce qu'en fait on se comprend pas. Et tout ça, en fait, l'idée qu'il y a derrière, hein, c'est que l'autre n'est pas moi. Et c'est un biais classique qu'on a. C'est-à-dire que moi, si j'ai l'habitude de fonctionner dans l'urgence et que je suis très à l'aise là-dedans et c'est là où je suis le meilleur, j'aurais tendance à penser que mon manager, ce sera pareil. Alors que lui, peut-être pas du tout. Au contraire, ça peut lui mettre dans une panique totale. Donc vraiment de faire ce travail qui va de choses très plutôt stratégiques. Comment est-ce que j'avance? Quels sont mes moteurs, mes freins, etc. Et puis, ça peut être des choses très terre à terre, comme je l'ai mis là. Est-ce que je suis plutôt à l'aise à l'écrit, à l'oral, ma résistance au stress, etc. Alors, Ludovic, on a les premières questions qui arrivent dans le chat et dans l'interface. Peut-être la première, c'est super sur le papier d'échanger son mode d'emploi, mais quand on est le collaborateur, pas évident d'aller voir son N+1 et de lui dire écoute, Nathalie, j'aimerais bien que tu me donnes ton mode d'emploi pour savoir comment tu fonctionnes. Tu vois, en général, c'est plutôt une démarche qui vient effectivement des managers en direction des managers. Là, c'est vrai qu'on est en train de voir qu'on est en train de rétablir l'équilibre adulte-adulte. Toi, ce serait quoi tes conseils pour nos managers pour qu'ils puissent aller déjà demander le mode d'emploi à leur manager direct? C'est vrai que ça peut, évidemment, hein, c'est ce que je disais en introduction, c'est appliquer tel quel ce que je vous dis, ce sera pas forcément très pertinent dans votre contexte. Tout dépend aussi de la nature de la relation que vous avez déjà bâtie avec lui. Et puis en plus, ce qui peut paraître bizarre, c'est de le faire en cours de route. Quand ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec son manager, débarquer comme ça un matin en lui disant voilà mon mode d'emploi, quel est le tien, ça sera très très brutal comme début de journée. Peut-être en fait le conseil que je peux donner, c'est de reprendre cette idée de la politique des petits pas. C'est de commencer par en fait insuffler cette logique-là dans des échanges en tête-à-tête qu'on peut avoir avec son manager, parce qu'évidemment ce sont des échanges à avoir en tête-à-tête et pas à aborder quand on est avec d'autres personnes de l'entreprise. C'est juste de dire, par exemple, de reprendre un exemple qui s'est passé la semaine dernière pour expliquer un comportement qu'on a pu avoir ou une émotion qu'on a pu ressentir. Tout simplement commencer, je pense, par ça, en l'illustrant par des exemples vécus ensemble et très récents, pour commencer à expliquer son mode de fonctionnement à son manager, et à l'inverse, interroger le manager sur tiens, la semaine dernière, sur ta présentation, sur tel sujet, moi j'ai cru ressentir ça, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et voilà, c'est des premières choses qui permettent, sans forcément formaliser un document qu'on appellerait mode d'emploi de Ludovic Giraudon et que je donnerai à mon manager, c'est commencer petit à petit comme ça pour un peu insuffler cette culture-là. Et puis, pourquoi pas, dans un second temps, si vous voyez que ça prend bien, pourquoi pas aller jusqu'à la formalisation d'un document, qui est un exercice super intéressant d'ailleurs à faire pour soi, pour mieux se connaître dans le monde de l'entreprise. On a Pascal et Géraldine qui rappellent aussi l'importance de l'entretien annuel. On est tous en plein dedans, soit de fin d'année, soit janvier-février, que c'est vraiment le bon moment aussi pour parler de ça. Et je fais un petit rétropédalage sur une question qui a été plébiscitée par pas mal de personnes sur le manager est un allié. C'est Séverine qui nous demandait ça. Mais comment est-ce qu'on peut lui faire des feedbacks efficaces? Je sais que tu en parleras tout à l'heure, mais en gros, comment faire passer ces messages auprès de son manager, et aussi comment faire, on a eu une question qui était comment faire si mon manager me maintient dans une position infantilisante. Est-ce que c'est là qu'on parle de courage collaborateur? Là, on parle beaucoup du courage managérial, où là, vraiment, nos managers, on en parle beaucoup pendant les ateliers, mais finalement, on parle assez peu du courage collaborateur. Est-ce que c'est ça, le courage collaborateur? Ouais, c'est clair. Alors, ce que je te propose, du coup, sur le sujet des feedbacks, c'est effectivement, je vais en parler après. Ok. Et après, pour rebondir sur ta remarque, complètement d'accord et en phase, on parle beaucoup de courage managérial qui manque beaucoup dans les relations en entreprise, et le courage collaborateur, il est là aussi. C'est vrai que
on n'en a pas forcément conscience, mais voilà, c'est notre responsabilité de remonter les points durs et les difficultés qu'on peut avoir avec notre manager. Et même si c'est pas évident, et en fait, c'est au début que ce sera pas facile, parce qu'encore une fois, c'est un changement de culture que vous pourrez avoir avec votre manager, parce que dans l'absolu, c'est vrai qu'on est en plein dans les réunions individuelles de fin d'année, mais en fait, logiquement, on est censé avoir dans un monde idéal une rencontre par semaine, tous les 15 jours, avec son manager d'au moins 15, 20, 30 minutes, pour parler d'autre chose que du boulot au quotidien. Et c'est dans ces moments-là où on est censé prendre de la hauteur sur son boulot et pas juste parler de sa to-do list, mais plutôt de parler de comment est-ce qu'on se ressent, comment est-ce qu'on se sent, les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'est-ce qu'on attend de son manager, comment est-ce qu'on se projette dans l'entreprise. Et si c'est pas quelque chose qui est naturel chez votre manager, encore une fois, c'est petit à petit, par des petites touches, pourquoi pas lui envoyer un mail avant son point en tête-à-tête pour lui dire, tiens, j'aimerais bien aborder ça. Comme ça fera moins bizarre de le faire au début de réunion en tête-à-tête si on n'a pas l'habitude de parler de ce genre de sujet. Et le fait de l'avoir amené par écrit, ça rend la possibilité de l'aborder beaucoup plus facile. Donc, je pense que c'est vraiment par des petites touches comme ça que vous allez amener du changement. Parce qu'encore une fois, changer de culture du jour au lendemain avec votre manager et briser ces tabous, en fait, ça fonctionnera pas et ce sera presque perçu comme violent par le manager. Je pense que c'est vraiment ça petit pas. Oui, donc vraiment ton message, c'est soyez acteur de ce changement, quoi. C'est n'attendez pas que ce soit top-down, quoi. Ça vient aussi de vous, quoi. Exactement. Ok, top. Pour faire une petite transition sur le mode d'emploi et peut-être donner de l'énergie à ceux qui vont rentrer dans les entretiens annuels, on vous a mis un petit sondage. Est-ce que vous vous sentirez, parce que j'ai envie de dire capable, de demander à votre manager quel est son langage? Est-ce que vous vous sentez de le faire? Et est-ce que tu vois, on a quand même quelques personnes qui répondent non. Donc la politique des petits pas. Est-ce que tu as d'autres bons exemples à nous partager, Ludovic, pour aller demander le langage, peut-être le faire au niveau de l'équipe? Je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu as vues en entreprise qui peuvent être intéressantes pour que collectivement on se connaisse mieux et qu'on se parle bien. Oui, ce qui est vrai, c'est que tout ça sont des outils et il y en a plein qui existent. Et il y en a un notamment qui est assez efficace, qui est vraiment aussi dans cette logique, c'est l'outil des disques. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais voilà, l'idée c'est de définir différents styles en fait. Voilà, il y a le bleu, le rouge, le jaune, le vert, et en fait l'idée c'est plus un prétexte ces ateliers pour se parler, s'ouvrir et comprendre effectivement, mieux saisir son propre mode de fonctionnement et mieux saisir aussi celui de l'autre. Et du coup, une fois qu'on a pris conscience de ces différences, quel est le meilleur mode de communication pour s'adresser selon les situations à tel ou tel profil. Et ça, typiquement, les ateliers disques, dans les équipes qui les ont mises en pratique, il y a des vrais, pour moi, c'est unanime, il y a un avant et un après. Ça change vraiment la dynamique du groupe et ça permet effectivement de mettre le doigt sur plein de choses qu'on sentait, qu'on entendait, qu'on voyait. Mais voilà, ça permet de les formaliser, de se les dire et d'améliorer vraiment et de fluidifier la communication au sein de l'équipe. Ok, donc Alexandra, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait quand un manager n'a pas conscience de son langage? J'ai justement déjà faire son profil 10, où il y en a un outil Insight, c'est très très puissant et c'est vrai que ça fonctionne bien. Et Christelle, CNV, c'est pour communication non violente, c'est un acronyme qui veut dire CNV, je crois que Ludovic en parle tout à l'heure. Je te laisse poursuivre, Ludovic, le 3e commandement. Super, merci beaucoup. Alors effectivement, et justement, c'est le sujet des feedbacks positifs pour le coup. Donc en fait, il faut savoir, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais qu'il y a 7 salariés en France sur 10 qui disent manquer de reconnaissance dans leur travail. Et en général, la première personne à qui on pense, c'est le manager qui est censé donner de la reconnaissance. Mais en fait, voilà, encore une fois, on a une vraie responsabilité sur ce sujet. Et pour insuffler cette culture de la reconnaissance, si elle vient pas spontanément de la part de votre manager, en fait, qu'est-ce qui vous empêche, vous, à la fois d'en faire à vos collègues et aussi à votre manager? Parce qu'en fait, les managers, ils manquent cruellement de reconnaissance. Des merci, des bravos, c'est ce que je vous mets sur la slide, c'est vraiment des denrées très rares pour les managers. Il y a très peu de collaborateurs qui prennent le temps de remercier ou de féliciter leur propre manager. Et en fait, ça, c'est une erreur parce que, justement, et je fais le lien avec ce qu'on disait avant, c'est vrai que c'est compliqué de partager son mode d'emploi ou de demander le mode d'emploi de son manager. Et typiquement, faire un feedback, c'est un super outil très simple à mettre en place parce que, justement, ça montre la voie au manager. Parce que quand vous félicitez pour telle ou telle action ou tel comportement, ou quand vous le remerciez pour ça, en fait, qu'est-ce que vous lui envoyez comme signal? C'est surtout, continue à faire ça
parce qu'en fait, c'est un mode de fonctionnement qui me convient, c'est un comportement qui a un impact positif sur moi. Donc en fait, typiquement, ça, c'est une bonne idée aussi pour, encore une fois, améliorer votre relation et faire prendre conscience habilement à votre manager que, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est vertueux pour vous. Et puis les feedbacks, ils sont pas qu'à l'oral, parce que encore une fois, on a tous notre mode de fonctionnement. Il y en a certains qui sont très à l'aise à l'oral, d'autres très à l'aise à l'écrit. Et donc voilà, selon votre mode de communication optimal ou celui de votre manager aussi, parce que parfois on est très notre sens le plus développé, ce sera l'ouïe, et donc voilà, on sera particulièrement comment dire satisfait ou comblé par un compliment qui sera plutôt fait à l'oral ou à l'écrit. Donc voilà, posez-vous la question de vous, lequel est le plus à l'aise, par quel médium entre guillemets vous êtes le plus à l'aise, et puis qu'est-ce qui aura le plus d'impact vis-à-vis de votre manager, et du coup plutôt le faire en tête à tête pour éviter le syndrome un peu du faillot et du bon élève. L'idée, on n'est pas là pour se faire mousser auprès de son manager, on est là pour donner des feedbacks à bon escient sur des exemples concrets. Et évidemment, on n'est pas là pour mettre mal à l'aise ses petits camarades, donc vraiment plutôt à faire en tête à tête. Est-ce que tu as des outils justement que toi que tu as vu à nous partager pour faire ces feedbacks et éviter un peu le syndrome du flatteur ou du faillot, comme tu dis, en réunion d'équipe, dire ah oui Devik c'est vraiment super, tu nous montres la voie, d'autres choses. Ouais, alors ce qui est vrai, c'est que c'est toujours aussi dans cette logique d'insuffler une culture, encore une fois, par des petits rituels ou des petits exercices sympas à faire en équipe, pour pas que voilà que ce soit juste une relation vis-à-vis votre manager. Souvent, il manage plusieurs personnes, donc inciter en fait toute l'équipe à rentrer dans cette logique, ce sera vertueux pour votre relation à vous avec votre manager. Et il y a un rituel qui est assez sympa, qui est le feedback secret, où en fait chacun écrit des retours sympas à faire à des personnes dans l'équipe, et on le met dans une boîte aux lettres, et c'est des trucs qui sont anonymes, du coup en plus comme ça libère un peu plus la parole, et en fait derrière il y a une distribution des post-it un peu magique, et chacun repart avec ses compliments pour la journée, et effectivement c'est des moments très sympas, et évidemment à faire avec son manager, et ça permet aussi de faire rentrer un peu vos équipes, votre équipe, vos collègues dans cette logique de faire des retours aussi positifs à leur manager, parce que en fait votre manager évidemment il n'a pas que des défauts. Tu me parlais aussi de flore virtuelle quand on échangeait sur cette masterclass. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Pourquoi pas démarrer une réunion d'équipe par ça. Donc c'est vrai que les post-it c'est bien quand on peut se voir, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Donc il y a des outils maintenant type Zoom, Livestorm ou autres qui permettent de s'envoyer des messages en privé. Et pourquoi pas du coup pour éviter justement le côté un peu gênant qu'on peut avoir à faire des compliments devant les autres auprès d'une personne, c'est de commencer 5 minutes la réunion d'équipe par s'envoyer des fleurs et donc des qualités qu'on apprécie chez la personne en message privé. Et comme ça, chacun reçoit plein de fleurs de la part de tout le monde, et puis on en distribue aux autres. Et ça permet de démarrer la journée de manière assez incroyable. Ou même en collectif, nous, on avait vu dans un atelier Up Together une manager qui tous les lundis, il y avait un petit rituel de gratitude où on devait remercier effectivement quelqu'un de l'équipe, mais c'était pour tout et rien, quoi. C'était juste de l'avoir dépanné sur un sujet de boulot ou pas. Et c'est vrai que c'était et la manager, et enfin il n'y avait pas de notion de hiérarchie, quoi. Et c'est vrai que ça fonctionnait très bien. Et un outil qui s'appelle Brick aussi, pour justement, qui est plus online, pour partager tout ça. Pas mal de questions sur tous ces sujets, notamment de Pauline qui te demande de Ludovic, quel est l'intérêt de communiquer son ressenti et donc une émotion à un manager qui n'est pas connecté, lui, à ses propres émotions et qui ne comprendra pas et qui pourrait presque le déformer comme de l'incompétence? Ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué. Encore une fois, on est sur des sujets humains, avec des outils parfois. Ce qui est sûr, c'est que donc moi, je pense que le manager, de toute façon, il n'a pas à être le psy du collaborateur. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui partager ses émotions, parce que l'entreprise est un lieu de vie, donc un lieu d'émotion. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est adapter, en fait, tout comme le manager doit s'adapter à son collaborateur et adapter son style managérial, en tant que collaborateur, voilà, le type de sujet que vous lui remontez, le niveau de détail dans lequel vous rentrez, notamment sur ces sujets un peu émotionnels, doit être adapté à celui du manager. Et donc, je pense qu'il y a une première étape qui est d'évaluer en fait votre manager sur cette échelle-là, entre du 0 et du 10, selon vous, où est-ce que vous le positionneriez, quoi? Est-ce qu'il est à 3 ou est-ce qu'il est plutôt à 9 sur cette échelle de sa capacité à comprendre ces sujets-là, et en fait, on va dire un peu
son échelle d'intelligence émotionnelle, sa capacité vraiment à comprendre l'autre, à le lire et à ressentir un peu les émotions des uns et des autres. Donc, commencer par le positionner sur cette échelle et puis ensuite, si c'est un 3, ben, effectivement, y aller plutôt mollo. Alors, si c'est un 9, ben, lâchez-vous un peu plus. Et en fait, si vous savez pas, encore une fois, testez, sondez, testez par des retours, par des sujets que vous souhaitez aborder avec lui en réunion en tête à tête. Et c'est là où vous verrez un peu quelles sont ses réactions, sa capacité lui-même à s'ouvrir, et ça vous aidera à le positionner entre un 0 ou un 10. Quoi. Ça reste d'adulte à adulte. Merci Émilie qui partage aussi le fait de poser le cadre qui est important au feedback de confiance et de sécurité psychologique pour le faire. Et c'est Marion qui nous partageait aussi un super outil apparemment qui s'appelle Supermood, qui est dans le chat, avec des super likes, justement pour faire des feedbacks positifs. Je sais qu'il y avait aussi une autre startup qui sur Slack envoyait des cerises pour dire merci, des tomates ou des petits piquants quand il y avait quelque chose qui nous chatouillait. Et ça marchait plutôt pas mal. C'est une manière un peu ludique de faire des feedbacks dans les deux sens. Ouais, c'est clair. Ce qui est vrai, c'est que, et je vais en parler d'ailleurs juste après, c'est que ritualiser les choses, leur donner des noms, tout de suite, en fait, ça permet de démystifier un tabou ou une pratique qui est pas forcément très naturelle chez les uns chez les autres. Et c'est ce qu'on réussit à faire, c'est les boîtes que tu évoquais, voilà, en donnant des noms, des couleurs, même des visuels un peu sympa, marrant, qui permettent un peu de démystifier tout ça et de le rendre peut-être plus spontané, plus facile à faire, en tout cas, chez certaines personnes. Top. Il y avait une dernière question qu'on voulait vous poser justement, avant qu'on passe au dernier pilier, qui était autour de la frustration. Alors, attendez que je la retrouve. Je vous la publie. N'hésitez pas à les répondre parce que c'est le dernier pilier, le quatrième dont voulez vous parler, Ludovic, c'est est-ce que vous arrivez à partager vos frustrations avec votre manager? On a parlé de la capacité à faire des feedbacks, ça c'est une chose. Peut-être Ludovic, toi, derrière le mot frustration, qu'est-ce que tu mets en fait pour qu'on soit bien raccord? Ouais, alors en fait, moi, ce que je mets derrière frustration, c'est en fait toutes les petites choses que peut faire notre manager ou peut dire ou les comportements qu'il peut avoir et qui nous froissent, quoi. Et en général, c'est des micro-détails, hein, c'est pas grand-chose. Ça peut être juste le fait de ne pas avoir été invité à une réunion alors qu'on pensait que c'était pertinent qu'on y soit, le fait de ne pas être dans la boucle d'email sur tel ou tel sujet, le fait de ne pas avoir eu suffisamment de temps de parole dans une réunion. Enfin bref, ça peut être voilà, ou juste un retour que peut vous faire votre manager sur un sujet. Vous êtes défoncé sur un sujet et le seul retour que vous avez de la part de votre collaborateur, c'est juste 3 mots et pas un merci, pas un bravo. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses en fait qui au quotidien peuvent un peu dégrader la relation qu'on peut avoir avec son manager. C'est le fait de pas forcément les exprimer. Donc je sais pas quels sont les résultats du. Alors on a près de 70% des participants soit qui arrivent de temps en temps ou qui n'y arrivent jamais. Donc c'est quand même un problème. Et 30% pour lesquels c'est vraiment pas un problème. Donc plutôt rassurant quand même. Mais quand même 70% des personnes où ça coince. Quoi. Ok, bon, je m'attendais à pire en termes de chiffres. Mais on a une super communauté. Il y a des gens qui sont particulièrement sensibles à ces sujets. C'est chouette. Et effectivement, le premier conseil, encore une fois, facile à dire qu'à faire, c'est vraiment toujours de parler plutôt que d'intérioriser. C'est un réflexe naturel qu'on peut avoir de se renfermer sur nous-mêmes et de pas avoir envie d'en parler. Moi, ce que je vous recommande comme technique, moi, c'est ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai un fichier sur lequel je note tout ce qui m'arrive un peu de l'eau sur ma semaine vis-à-vis de collègues ou vis-à-vis de mon manager. Parce qu'en fait, on a tendance, notamment en plus, si on le dit pas tout de suite, après on l'oublie. Et plus on attend, moins on a envie de le dire. Et en fait, moi, ce que je fais du coup, c'est que je note sur ce fichier tous les petits comportements, à la fois en bien ou en moins bien, en termes d'impact que ça peut avoir sur moi, de la part de mes camarades ou de mon manager. Et en fait, derrière, ça me permet justement, lors de mon point en tête à tête, de reprendre ce fichier-là et d'avoir exactement en tête les sujets que je voulais aborder. Et typiquement, moi, je sais que ça m'aide et en fait, c'est un tuyau qui m'a été donné par quelqu'un qui l'a mis en place dans pas mal de boîtes et auprès de pas mal de collaborateurs et ça fonctionne bien. La clé, dans tous les cas, c'est de jamais réagir à chaud quand on est excédé par son manager qui vient de faire pour la énième fois un truc qui nous énerve au plus haut point. C'est évidemment de jamais réagir à chaud parce que si on réagit à chaud,
Bah, typiquement, si on revient dans ce schéma d'analyse transactionnelle, on va revenir dans cette histoire de parents ou d'enfants et on va plutôt faire réagir l'enfant rebelle, par exemple. Et en général, du coup, les mots dépassent souvent notre pensée et on peut le regretter. Et pour appeler l'adulte qui est en nous et rééquilibrer cette relation et pouvoir parler de manière rationnelle et posée, il faut attendre que le soufflet retombe, jamais réagir à chaud, le noter, mais attendre que ça passe. Et après, on parlait de courage managérial et de courage des collaborateurs, c'est vraiment ça, oser en parler. Ça fait partie, si on attend de la part de son manager d'être courageux, il faut qu'on essaie dans la mesure du possible de se l'appliquer à soi-même. Et donc, c'est oser parler de ça. Et pour ça, effectivement, ça a été cité, je crois, dans le chat, la CNV, donc communication non violente. On pourrait faire un webinaire entier sur ce sujet, mais en tout cas, s'il y a un truc à retenir sur cette technique que je vous ai remise ici, la OSBD, c'est en fait, en tout cas, de pas attaquer l'autre, de pas dire tu as fait ci, tu as fait ça, mais en fait de partager son ressenti et l'impact qu'a pu avoir tel ou tel comportement sur soi. Parce que en fait, comme ça permet d'être très rationnel et de sortir des velléités qu'on peut avoir vis-à-vis de son manager. Et votre manager, en fait, il pourra jamais vous en vouloir et mal réagir. Vous lui décrivez factuellement une émotion que vous avez pu ressentir. C'est un truc qui est inattaquable. J'ai eu peur, je me suis senti pas bien, je me suis senti dévalorisé. Voilà, je me suis pas senti à la hauteur. Ça, il pourra jamais l'attaquer. En revanche, si vous l'attaquez vous en lui disant pourquoi t'as fait ci, t'as fait ça, voilà ce que t'as fait, en fait là tout de suite il va se sentir attaqué et il va reprendre sa casquette de parent critique et en fait vous maintenez ce schéma psychologique pas très sain et pas très constructif. Loïc, avant qu'on poursuive, parce que pas mal ça suscite beaucoup d'échanges dans le chat, notamment sur le partage des frustrations. Mathieu nous demande, est-ce qu'il faut partager toutes ces frustrations ou avec modération? Parce que c'est vrai qu'on peut vite tomber un peu dans le syndrome du Calimero, quoi, tu vois, qui est jamais content, il y a toujours un truc qui va pas. Est-ce que ça, j'imagine que la réponse n'est pas manichéenne, mais est-ce que tu as un retour sur ça? Non, mais en fait, je ferai écho à ce que je disais tout à l'heure sur le côté, votre manager, quelle est ses capacités aussi à encaisser ça. Parce qu'il y a des managers qui, spontanément, justement, ont plus, si on se réfère au schéma tout à l'heure, plus ce statut un peu de protecteur et à qui ça va bien aller, en fait, d'entendre ça et qui vont se sentir à l'aise dans ce type de retour. Et au contraire, il y en a certains qui veulent pas en entendre parler, ou en tout cas beaucoup moins que les autres, parce qu'ils considèrent que, en fait, c'est normal aussi de galérer dans son job et c'est normal de, voilà, donc à chacun de gérer son affaire. Donc en fait, c'est vraiment ce truc de réussir à positionner son manager entre celui qui est très à l'aise avec ses sujets et celui qui l'est beaucoup moins, et du coup d'adapter son niveau de retour. Ce qui est sûr, c'est que partager ses frustrations, là je parle pas de forcément, en tout cas, de difficultés qu'on a dans son job, c'était plus les frustrations qu'on peut avoir vis-à-vis de son manager, de comportements qu'il a pu avoir. Ce qui est sûr, c'est que si chaque semaine vous avez une dizaine de comportements qui vous ont excédé vis-à-vis de votre manager, là pour le coup c'est qu'on a un problème assez majeur et je pense pas que dans la majorité des cas on soit dans cette situation-là. Donc je pense qu'en fait il y a deux sujets qu'il faut décorréler et d'ailleurs je vais en parler juste après. Il y a le sujet de frustration, émotion vis-à-vis d'un truc qu'a fait mon manager et puis la difficulté qu'on peut avoir dans son job, pas forcément vis-à-vis de son manager mais dans le cadre de sa mission, dans la relation avec d'autres managers, vis-à-vis de ses collègues ou autres. Et ça c'est le point plutôt d'après. Ok, super échange. Là, encore une fois, ça discute beaucoup dans le chat, notamment Leïla et Christelle qui ont fait une petite discussion. Moi, je suis aussi d'accord avec Leïla. Elle dit attention, quand on note tout, on peut devenir rancunier. Tu vois ce que je veux dire? Et que il y a un peu ce truc, un peu je note toujours et à la fin, on se monte un peu le bourrichon. Il faut peut-être faire attention aussi à ça. C'est sûr. Ouais, là-dessus, c'est clair. Le conseil d'écrire, bon, ça, moi, c'est un conseil, moi, que j'applique et qui me va bien. Après, il ne convient pas forcément à tout le monde. Et évidemment, il est à utiliser avec parcimonie. L'idée, c'est pas de tout noter. C'est juste de noter quelques points, quelques grandes émotions qu'on a pu ressentir. D'être factuel. Normal. Et derrière, effectivement, de les factualiser en utilisant cet outil qui est la communication non violente, bien sûr. C'est vrai que pour la CNV, alors, les managers Up Together, ils connaissent bien. Alors, ceux qui ont commencé récemment, pas encore, mais dans le cadre du dispositif Up Together, il y a effectivement un atelier de co-expérimentation autour de la communication non violente que vous avez tous en début de parcours ou que vous allez avoir prochainement. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est vraiment un outil clé.
pour à la fois factualiser, identifier ses émotions. Et ça, c'est vrai qu'une émotion, elle vous appartient. Et ça, c'est important vraiment de le dire. Et là, encore une fois, pas de manager, vous appartenez à personne et vos émotions, elles appartiennent qu'à vous. Et ça, c'est important quand même bien de le souligner. Et merci de l'avoir fait, Ludovic. Pour la CNV, si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas. Moi, je pourrais vous en envoyer. C'est quelque chose qu'on maîtrise très bien chez nous. Tu partages aussi ne jamais abandonner la relation. Alors ça, qu'est-ce que tu voulais nous partager, cette idée? Ouais, en fait, c'est l'idée générale de ça, c'est que quand on peut avoir, naturellement, enfin, je suis sûr que ça nous est déjà tous arrivé, à un moment donné, justement, de vouloir remonter quelque chose à notre manager et en fait se dire, de toute façon, il comprend rien, ça sert à rien. Et en fait, c'est quand on en arrive là à tenir ce genre de propos ou à avoir ce genre de pensée qu'on tombe dans ce que j'appelle abandonner la relation. C'est quand en fait on n'a même plus l'envie ou le courage ou l'énergie de remonter des choses à notre manager. Et l'idée, c'est de réussir à ne jamais tomber là-dedans et à être toujours moteur. Et si votre manager ne l'est pas, bon, évidemment, le manager parfait n'existe pas, mais le manager terrible, bon, il y en a quelques-uns, mais évidemment, heureusement, c'est pas la majorité. Mais pareil, là, je dirais que si on est dans cette situation-là, c'est qu'il y aura d'autres problèmes à se poser parce que c'est un manager qui a peut-être besoin d'accompagnement plus renforcé dans son rôle de manager. Mais en tout cas, en tant que collaborateur, c'est voilà, baissez pas les bras. On sait tous que c'est difficile sa relation avec son manager. Ce sont des relations encore une fois humaines, professionnelles. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, donc c'est vraiment un sujet qui est compliqué. Mais en tout cas, ne jamais franchir cette ligne rouge qui est d'abandonner la relation. Et donc tout ça, ça passe par tout ce dont on a pu parler avant, tous ces rituels à mettre en place, ces petits éléments à distiller pour développer cette culture de feedback, etc., qui permet d'éviter de tomber dans ce travers-là. Parce qu'encore une fois, si vous abandonnez la relation, c'est que si je rapproche les wagons avec ce que je disais en introduction, c'est que vous voyez plus votre manager comme un allié, et que vous voyez vraiment comme un ennemi et c'est que la relation est perdue et que là ce sera un peu malheureusement game over. Donc attention à toujours rester dans la partie et c'est aussi de votre responsabilité encore une fois de le faire. Sujet d'actualité autour de la frustration, Frédéric nous partage, c'est est-ce qu'on peut aborder des difficultés liées au télétravail qui peut bouleverser justement notre relation avec notre manager? Un manager qui vit mal ne pas voir et ne pas avoir son équipe en présentiel. Donc là, on est sur cette notion de cadre et de gestion de la relation à distance. Alors là, c'est tout frais pour nous tous, mais je sais que tu t'es penché sur le sujet dans le cadre d'autres interventions. Petit feedback à faire à Frédéric et à la communauté sur ce sujet? Ouais, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'interviens beaucoup en entreprise et donc en fait la première chose à faire, étant donné qu'on a tous découvert, en tout cas il y a que 8% grosso modo des salariés français qui faisaient du télétravail avant tout ça. Donc on a tous découvert le télétravail dans l'urgence. On n'était absolument pas préparé, ni d'un point de vue manager, ni d'un point de vue collaborateur. Donc je pense qu'il y a un premier atelier à faire, moi, ce que je recommande, c'est à faire en équipe, avec le manager évidemment et tous les collaborateurs, pour justement définir son mode d'emploi, le mode d'emploi de l'équipe sur le télétravail. Et justement, de commencer par partager à la fois ses difficultés, ses frustrations, et que chacun prépare ça pour le partager au groupe. Et puis ensuite, d'enchaîner sur aussi les bonnes pratiques, c'est-à-dire les tips qu'on a pour mieux vivre la situation. Et ensuite, se mettre d'accord sur quel est notre mode de fonctionnement quand on est à distance. Parce que c'est vrai que vouloir répliquer le présentiel à distance, c'est catastrophique. Parce que les charges mentales, quand on est sur un Zoom, sont pas les mêmes que quand on est dans une salle de réunion. Les degrés d'attention chutent, les études le montrent. Les travers qu'on a en présentiel, ils sont souvent exacerbés à distance. Donc je pense que la première étape, c'est ça, c'est vraiment co-construire ensemble le mode d'emploi que j'évoquais tout à l'heure, mais vraiment à la sauce télétravail. J'espère que ça répond à ta question, Frédéric. Une autre question avant qu'on passe à la suite de Pascal, qui est un peu déconnecté, mais je la pose quand même. Comment solliciter et ramener un manager qui suit la relation, et notamment qui prend des appels téléphoniques quand on lui parle? Là, c'est un peu l'inverse, hein, c'est un peu lui qui joue l'enfant, il fait semblant de ne pas voir. Est-ce que là, tu as un conseil? Effectivement, alors ça peut arriver, hein, c'est un schéma moins classique, mais effectivement que le collaborateur se retrouve plutôt à avoir exprimé son état de parent. Et en fait, en général, ça se finit mal parce que justement, on rentre dans cette logique de communication violente. Et donc, c'est plutôt justement d'utiliser la CNV qu'on évoquait pour exprimer son ressenti, pour faire comprendre en fait à son manager d'adulte à adulte que ça vous met pas forcément à l'aise
et que peut-être que vous pouvez proposer une règle qui est lorsque vous faites un point en tête-à-tête, on laisse les téléphones de côté. En tout cas, lui demander quelle solution il aurait pour ne plus avoir que ça se reproduise. Ouais. C'est vrai que en fait, on en revient toujours à ce truc de poser le cadre en fait. Et typiquement, quand on démarre avec un nouveau collaborateur ou un nouveau manager, prendre le temps d'exposer aussi le mode d'emploi des points en tête-à-tête, quelles règles on se met entre nous, voilà, la préparation de ces points, les sujets à aborder, le timing de ces points, et puis aussi typiquement un sujet d'engagement au sens d'être vraiment présent. Ça paraît aussi indispensable. Et typiquement là, en CNV, ce serait de dire à chaque fois que je veux te parler, tu fais semblant de prendre un appel. C'est vraiment factualiser, c'est dire cette semaine, à 3 reprises, j'ai voulu venir te parler et tu as décroché ton téléphone. Ouais, c'est ça pour ceux qui découvrent la CNV, c'est vraiment factualiser ça et dire derrière l'émotion que ça suscite chez vous. Si c'est voilà. Après, et ça vous est propre, comme le disait Christelle, et ça chacun doit identifier ses émotions. Il y a toute une liste où il y en a une cinquantaine qui peuvent aller de la frustration au manque d'intérêt. Voilà, c'est vraiment très très divers et ça vous appartient. Donc c'est ça en fait les premières pistes de la CNV. On te laisse poursuivre sur le dernier pilier, Ludovic. Le dernier point, c'est en fait de rassurer son manager. Il y a 2-3 chiffres que je voulais vous partager. Je sais pas si vous les connaissez, mais c'est que les managers, ils se disent 2 fois plus souvent en tension avec des collègues que les non-managers, et ils ont 3 fois plus peur d'être licenciés que les non-managers. Donc en fait, tout ça pour dire que en fait nos managers, ils sont pas forcément très bien dans leur basket. C'est pas toujours évident pour eux. Et donc on se doit, en tant que collaborateur, et c'est au service aussi de la relation, de les rassurer. Ça passe par un premier point qui est, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure finalement, c'est partager le bon niveau d'information avec son manager. En tant que collaborateur, je pense que ça vous est tous arrivé d'avoir l'impression qu'on cache des choses ou de ne pas avoir suffisamment d'informations, de visibilité sur un sujet qui pourtant nous concerne. Et en fait, votre manager, il peut ressentir exactement la même chose. Et donc, vous devez aussi vraiment réfléchir comme ça et vous dire, OK, quel est le bon niveau d'information que je dois donner à mon manager pour à la fois qu'il ait un vrai sentiment de visibilité et qu'il ait suffisamment d'infos à son niveau, mais pas non plus sans trop rentrer dans les détails qui lui risquerait de lui faire perdre peut-être du temps ou de le retrouver en situation de me micromanager parce que en fait je rentre dans un niveau de détail qui n'est pas forcément très pertinent. Donc ça typiquement voilà, ça fait aussi partie des sujets d'observation de son manager, de sa manière de fonctionner et pourquoi pas en discuter, tout simplement lui poser la question de quel niveau d'information tu as besoin, à quelle fréquence, etc. Le deuxième point, c'est de jamais aller voir son manager avec un problème, sans avoir réfléchi aux solutions. Pareil, ça paraît tout bête, mais je vois encore trop de collaborateurs qui débarquent dans le bureau du manager en disant j'ai un problème, le voici. Et en fait, du coup, on attend de notre manager d'être un sauveur. Et là, on rentre dans ce schéma de parents-enfants où on attend que ce soit notre manager qui nous aide. Non, évidemment, le manager il est là pour nous aider, nous accompagner, mais il faut aussi lui montrer qu'on a déjà réfléchi à la solution et ça permettra aussi d'éviter d'envoyer du stress et de la panique à son manager. Autre point, c'est d'alerter clairement. Pareil, il y a trop de collaborateurs qui attendent, qui ont du mal à remonter leurs difficultés et qui attendent le dernier moment pour remonter un problème à leur manager. Et là, du coup, on se retrouve souvent dans une situation assez critique avec des timings hyper serrés. Et donc, quand vous sentez un problème arriver, prenez les devants, alertez clairement votre manager. On en revient un peu au premier point, lui donner de l'information, mais sans le faire paniquer. Et autre point, c'est éclairer ses décisions, c'est-à-dire toujours être dans cette logique d'adulte à adulte. Ok, c'est peut-être lui qui va trancher au final, mais aidez-le à trancher, co-construisez les décisions à prendre avec lui en lui fournissant les bonnes informations. Et ça passe aussi tout ça par typiquement si vous avez des points en tête-à-tête, à les préparer aussi en amont, de pas attendre que ce soit à votre manager en fait d'aborder les sujets. Vous êtes aussi maître et de l'ordre du jour et c'est à vous d'apporter pourquoi pas aussi un ordre du jour et aussi vraiment de structurer vos demandes parce qu'un manager souvent et en plus en ce moment on le voit beaucoup, ils sont entrecoupés toutes les 5 minutes par un collaborateur, notamment s'il manage pas mal de monde. Et donc vous aussi veillez à ne pas l'entrecouper pour un oui ou pour un non. Pareil, ils sont 2 fois plus à peu près, ils ont des journées 2 fois plus entrecoupées que des non-managers. Donc veillez aussi à structurer vos demandes, à les centraliser, à les prioriser, les hiérarchiser
pour, encore une fois, avoir la communication la plus fluide et la plus efficace tous ensemble. Ok, et tout ce que tu nous racontes, parce que je mets dans la peau là, de nos managers Up2Gather, nous on a beaucoup de managers dits opérationnels ou middle managers, donc qui à la fois sont eux-mêmes managers mais doivent gérer leur N+1, mais finalement tout ce qu'on se dit là, moi ma question c'est qu'est-ce que ça change qu'on soit avec son N+1, donc mis à part le poids hiérarchique, mais finalement, quid de la hiérarchie qui est beaucoup en train de bouger en ce moment, ce rapport à l'autorité, et de notre équipe, parce qu'il faut aussi qu'on fasse de nos collaborateurs des partenaires quand on a notre équipe, et qu'on soit le partenaire de notre N+1. Donc, comment gérer tous tes conseils en fonction soit de nos N+1, soit de nos N-1, entre guillemets. Ouais, alors, tu as raison, c'est vrai que la majorité des conseils que j'ai pu donner sont valables pour aussi d'autres managers avec qui il n'y a pas forcément de lien hiérarchique, ou même ses collègues. Partager son mode d'emploi, rassurer, etc. Mais en fait, s'il y a une relation à privilégier au sein de l'entreprise, c'est celle avec votre manager. Quand je vous ai partagé les chiffres au début, ça montre vraiment bien l'impact en fait que peut avoir une bonne ou une mauvaise relation sur votre propre performance et la manière dont vous vous sentez dans l'entreprise. Donc souvent, on a plutôt tendance à privilégier d'autres relations au sein de l'entreprise, notamment avec ses collègues. Et en fait, s'il y a une relation à privilégier, pour moi, c'est vraiment celle-là. Donc tous les conseils, effectivement, sont duplicables dans d'autres situations, en tant que chef de projet ou avec ses collègues. Mais souvent, on va, du coup, c'est le sujet vraiment du focus, concentrer sa force et son énergie. S'il y a une seule relation à retenir, c'est celle avec son manager. Et tu crois justement que ce rapport à la hiérarchie, puisque finalement, tu as fait le parallèle en début de masterclass avec ce rapport à l'autorité qui finalement est ancré culturellement en nous. Nous, on vient de sortir un livre blanc là, sur les managers transversaux qui sont un peu cette nouvelle population de managers qui est en train d'exploser dans les entreprises, qui n'ont plus forcément d'emprise hiérarchique sur les équipes, mais qui doivent mener par définition des projets transverses et qui sont un jour les managers, un jour les managers. Enfin, tout ça bouge beaucoup. Est-ce que toi, tu as un avis ou quelque chose que tu souhaites partager sur cette dynamique qui est en cours au sein des entreprises? Ouais, alors sur la vision de l'évolution du rôle des managers, alors moi je crois pas une seule seconde à la fin des managers. Okay. On peut le lire à droite à gauche et il y a des entreprises qui disent avoir supprimé leur manager. En fait, quand on y regarde de près, elles n'ont pas supprimé leur manager, elles ont fait évoluer leur rôle. Et moi je crois beaucoup plus à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde idéal, on attend de la même personne du manager qui soit à la fois un coach pour accompagner son équipe, un leader pour les embarquer et les inspirer, et puis aussi un expert technique pour les faire grandir et optimiser leur performance. Sauf que évidemment, les compétences demandées par ces trois casquettes sont pas du tout les mêmes. Donc en fait, ce mouton à 5 pattes aujourd'hui, il n'existe pas. Et je pense qu'il y a pas mal de frustrations qui naissent de la part des collaborateurs aussi, parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils attendent de leurs collaborateurs et de leur manager, et ce que leur manager est réellement en capacité de leur apporter. Donc je crois plus demain à une spécialisation en fait des managers, qui demain d'ailleurs s'appelleront peut-être plus managers, mais entraîneurs, spécialistes, meneurs, je sais pas, pour qu'on ait effectivement des personnes en transverse, cassent des silos hiérarchiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Et demain, un coach, il sera là pour accompagner peut-être 50 collaborateurs de plein de services différents et qui les aidera par ses capacités aussi de questionnement, d'écoute, d'empathie, de permettre de prendre de la hauteur par rapport justement au silo dans lequel peut-être certains collaborateurs sont aujourd'hui et par rapport à leur mission du quotidien. Voilà moi un peu ce que je sens dans les échanges que je peux avoir sur ce sujet. Super. On arrive à la fin de cette masterclass. On peut encore prendre peut-être 3-4 minutes pour prendre des questions. Un dernier sondage, là qui est plus pour nous, que je viens de vous publier pour savoir ce que vous avez pensé de cette masterclass. Et après, je vous poserai une autre question dans le chat. Et peut-être, Ludovic, ça me permet de te poser de la traditionnelle question qu'on pose à tous nos mentors, qui est de savoir, à l'heure actuelle et au vu du contexte, si toi, tu devais donner un seul et unique conseil à notre communauté de managers pour mieux travailler, mieux manager leur N+1, ce serait lequel dans tout ce que tu nous as dit et peut-être là qui en ce moment te paraît particulièrement pertinent au vu de ce que nous traversons? En fait, je dirais c'est consacrer du temps. C'est-à-dire que on est tous bouffés par un agenda compliqué et d'autant plus à distance. En fait, on se rend compte que les Zooms s'enchaînent, il y a beaucoup de sujets qui arrivent et justement la relation peut se perdre. Donc en fait, moi, le principal conseil que je donnerais, c'est justement de se bloquer du temps dans son agenda pour réfléchir à ces sujets
et mettre en œuvre des réflexions qu'on pourra avoir sur ces sujets. Parce que c'est toujours pareil, en général, c'est le premier truc qui passe à la trappe, c'est son équipe quand on est manager et c'est son manager quand on est collaborateur. Donc pour moi, c'est vraiment d'avoir un moment récurrent dans son agenda où on a ne serait-ce qu'une demi-heure ou un quart d'heure par semaine, ou une demi-heure tous les 15 jours, où on pense à ce sujet, on bloque du temps, on coupe son téléphone et ses notifications, et on dit, OK, comment est-ce que je peux faire pour encore plus améliorer ça et donc, ça peut passer par notre conseil qu'on a pu aborder ce matin. Trop bien. Merci beaucoup, Ludovic. Je vous pose une dernière question à toute la communauté, à tous ceux qui sont présents. Vous êtes encore 73 avant que l'estomac ne crie famine. On vous demande souvent si on devait conserver qu'une seule chose dans cette masterclass, ce serait laquelle pour la prochaine, qui aura lieu au mois de janvier autour de Marion Lambert. Et ça me permet de te poser une dernière question, Ludovic, de la part de Mathieu. Que faire quand le manager est toujours en mode négociation? Et je vous laisse répondre dans le chat sur la chose la plus précieuse que vous avez identifiée aujourd'hui, qu'il faut vraiment qu'on conserve, s'il vous plaît. Ouais, alors le manager toujours en mode négociation, je l'ai rarement croisé ou entendu parler, mais je pense que en fait, voilà, on en revient toujours aussi à lui expliquer pourquoi est-ce que ce mode-là, qu'est-ce qui provoque chez vous. On en revient toujours finalement à la CNV, hein, qui est vraiment un outil très adapté, quelle que soit la situation. C'est de partager son ressenti et pourquoi est-ce que ce mode de négociation est-ce qu'il vous pose problème et quelle solution est-ce que vous pouvez co-construire ensemble pour être dans un autre mode de discussion. Ok, super bien. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et bien, écoutez, merci à tous d'être venus à cette dernière masterclass de l'année. Un grand merci à Ludovic. Donc, si vous avez envie de mettre un petit cadeau sous le sapin, donc Dream Team, acheté dans toutes les bonnes librairies, maintenant qu'elles sont redevenues commerce essentiel, n'hésitez pas à les soutenir. Merci beaucoup pour vos retours, super chouette, et d'avoir répondu au petit sondage. Vous recevrez le live, le replay, qui vous sera envoyé automatiquement via Livestorm. Et donc voilà, si vous souhaitez le support, n'hésitez pas à nous faire un petit mail qu'on vous transmettra. Merci à tous, encore merci Ludovic, et à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt, au revoir. Salut, au revoir.